Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Les marchés boursiers ont fortement rebondi par rapport à leur point bas du 9 avril. Est-ce que la dynamique se retourne complètement? C'est ce que nous allons tenter de voir avec notre invité du jour, Régis Yankovici, le président de Luxavi. Mais avant d'engager la discussion avec Régis, rappel rituel pour nous soutenir. Abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez, c'est très important pour le référencement. Régis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, nous nous sommes vus récemment à plusieurs reprises et à chaque fois, la tonalité de ton message était plutôt la prudence. Clairement. Voilà. Tu considérais que tes indicateurs de moyen et long terme motivaient tout de même une certaine circonspection. On vient de connaître un rebond très très appuyé des marchés boursiers. Est-ce que ça amène à une révision complète de ta lecture finalement des perspectives boursières? Alors, c'est vrai que la phase de hausse qu'on vient de connaître, 17%, c'est quand même significatif en quelques semaines, vient après une phase de baisse qui est tout aussi importante avec des volatilités intraday vraiment explosives, rendant l'investissement très délicat. La hausse a été tout de même plus que spectaculaire, hein. Le S&P 500 a signé 9 séances consécutives dans le vert. C'est une série qu'on n'avait pas vue depuis 2004. Hein. Tout à fait, des excès historiques à plusieurs égards. On en parlera également quand on parlera d'économie. Alors, ce qui est intéressant, on va entrer dans le détail des indicateurs, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que ce sont des indicateurs qui sont construits avec une vision de moyen et long terme. Donc, ils peuvent éprouver quelques difficultés à donner des signaux extrêmement court terme. Ce qui était intéressant quand on s'est vu encore au mois de février, c'était que on avait une dégradation des indicateurs. Certains signalaient vraiment clairement qu'il valait mieux vendre, alors que les indices étaient au plus haut. Donc c'est cette discrepancy en anglais, ce décalage, pardon, ce contraste entre les uns et les autres, qui donnait une force à notre message. Et aujourd'hui, globalement, le message est plus mitigé. Aujourd'hui, on n'a pas envie de prendre des positions extrêmement tranchées sur les marchés financiers, même si, là aussi on en parlera, on peut se questionner de la solidité du rebond actuel. Alors, passons en revue ces indicateurs. On commence par lequel? Allez, on commence par celui qui n'est pas le plus simple, qui est en fait, l'idée est que il y a un effet de vase communicant entre le marché obligataire et le marché action, entre le marché action et le marché obligataire. Et donc de regarder la performance relative de l'un par rapport à l'autre. Donc on a ce graphique vert supérieur qui est le S&P 500 contre le TLT qui est l'ETF obligataire des obligations à plus de 20 ans américain, qui est un des ETF obligataires parmi les plus traités. Alors, ce qui va nous intéresser dans cette histoire de vase communicant, c'est lorsqu'il y a des excès dans le comportement de ce ratio. Et les excès, on va les lire à travers la courbe du bas, qui est en fait un RSI, Relative Strength Index, sur ce ratio-là. On l'avait présenté il y a quelques mois parce qu'il donnait un signal de vente. Lorsque ce ratio dépasse les 70, on a un excès haussier du ratio, donc une tension sur le marché action, et donc on signale d'une flèche rouge sur la courbe bleue lorsque ce ratio dépasse les 70, et puis lorsqu'on tombe en dessous de 30, on met un signal d'achat, donc une flèche verte vers le haut. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'indicateur a quand même plutôt bien fonctionné, même s'il faut reconnaître, parce qu'il faut garder un œil critique quand même sur ces indicateurs, et ne pas être l'esclave de ces indicateurs, mais le message nous a donné un signal un peu trop tôt, puisque dès 2023, il recommandait d'alléger. Mais là, le dernier indicateur fin 2024, c'était plutôt bien vu, et à l'achat,
il y a quelques semaines, la Il a flèche été verte. activé. Donc lui est plutôt acheteur. Maintenant, comme nombreux indicateurs, c'est des indicateurs qui sont pertinents dans les phases de retournement. Le retournement a eu lieu une fois à la baisse, a eu lieu une deuxième fois à la hausse. Aujourd'hui, cet indicateur, il se situe pile au milieu. Donc le message est moins fort aujourd'hui à travers cet indicateur. Le suivant, Relative Volatility Index, c'est un peu un fonctionnement identique au Relative Strength Index sur un cours de bourse, mais là on va travailler sur les écarts entre les plus hauts et les plus bas sur des périodes qui ici, comme nous l'avons paramétré, hebdomadaires. Et là, de manière hebdomadaire, on a un indicateur qui a plusieurs zones. Au-dessus de 75, en général, c'est que les marchés ont déjà beaucoup progressé et qu'il est plus temps d'acheter. En dessous de 25, c'est que ça a beaucoup baissé et qu'il c'est trop tard pour vendre. Et puis entre les deux, c'est le passage à travers le niveau de 50 qui nous intéresse. Lorsqu'on passe du haut vers le bas, c'est un signal de vente. On l'avait dit, ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, le signal ne s'est pas encore retourné à la hausse pour dire on est confiant, cet indicateur est confiant, c'est un vrai signal d'achat. On le voit pas, on n'a même pas encore de début de retournement de cet indicateur. Donc ça, c'est un indicateur de moyen terme. Hein. On insiste bien dessus. Hein. C'est pas un indicateur qui va capter les mouvements de marché au jour le jour. Hein. Alors, d'une manière générale, les indicateurs ont été construits pour des investissements moyen-long terme. Ce qui est la conséquence, c'est que on achètera avec ces indicateurs jamais au plus bas. Jamais. On achètera quand la phase de remontée sera plus solide, avec un indice de quelque part de confiance dans l'achat bien plus élevé, mais ils n'ont pas été construits. On aurait pu le faire, hein, mais c'est pas notre métier, des indicateurs de très court terme. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que les indicateurs donnent des signaux à faible fréquence, mais avec une conviction importante. Alors, on poursuit. Quel autre graphique nous... Alors, on peut parler de la Advanced Decline Line qui compare le nombre de titres haussiers par rapport au nombre de titres baissiers. Et là, c'est très simple à lire. Lorsqu'on passe en dessous de 0, c'est un signal de vente. Et j'ai figuré les flèches des moments où il passe de territoire positif à négatif. Globalement, c'est un indicateur qui a quand même très bien fonctionné et qui symbolise bien l'ensemble des indicateurs, puisqu'aujourd'hui, donc, il a donné les signaux de vente en tout début d'année. Aujourd'hui, il est revenu à 0. Donc, c'est l'indécision à son paroxysme, si je peux dire cette expression-là. Et ce qui sera intéressant, et je pense que ce sera, j'espère, la deuxième partie de notre discussion, c'est de rapprocher ça de l'incertitude sur les fondamentaux de l'économie, Trump, etc., etc. Bien sûr. Donc là, on n'en tire pas de conclusion en dehors que ne prenons pas, à partir des indicateurs, de décisions tranchées dans la situation actuelle de marché. Pour le moment, on est plutôt en effet dans une absence de conviction forte, on peut le dire comme ça. À partir des indicateurs. À partir des indicateurs. Non, mais tu as des convictions et on va y venir. D'ailleurs, je m'adresse à ceux qui nous regardent. Vous voulez savoir ce que nous, Synapse, nous pensons des marchés, quelles sont les valeurs qui nous intéressent, les secteurs qu'on surveille? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire à notre newsletter, 100% gratuite, rassurez-vous. Pour cela, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou sur celui qui se trouve dans la description sous la vidéo. Alors Régis, on reprend notre discussion parce qu'on a pas mal de choses à dire. Donc là, on vient de voir Advanced Decline Line, on a un autre indicateur. Oui, qui lui aussi avait correctement fonctionné. Vous savez, quand il y a des excès haussiers, on a beaucoup de valeurs qui sont au-dessus de leur moyenne mobile. Et donc, on regardait quel est, au sein du S&P 500, le pourcentage de titres au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Alors, lorsqu'on atteint 80 et qu'on commence ça commence à se retourner, c'est un signal d'alerte. Le signal d'alerte a correctement fonctionné. Aujourd'hui, on a rebaissé, mais on n'est pas venu sur des niveaux où l'ensemble, ou la grande majorité, donc c'est en l'occurrence 80%, ce qu'on regarde, donc 80% de titres sous leur moyenne mobile. Donc 20% au-dessus de leur moyenne mobile. Donc quand ce graphique bleu atteint les 20%, c'est plutôt un signal d'achat.
Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Donc là encore, on est un peu dans le ventre mou de cet indicateur-là. Pas de signal très clair. Le signal a été donné à la vente, il n'est pas donné à l'achat pour revenir avec confiance sur les marchés financiers, sur les actions en tout cas. Bon, d'accord. Donc là, on est dans une sorte d'entre-deux. On peut dire ça, tout à fait. Mais, comme je le disais, ça n'empêche pas d'avoir des convictions. Et des convictions, tu en as. Oui, parce que on cherche à comprendre exactement quels sont les moteurs du marché, ce qui le fait vivre, et d'expliquer ce rebond. Et ce rebond, on peut, à mon sens, le qualifier de technique. Technique parce que c'est le reflet d'abord de confiance extrêmement dégradée. Alors là, on est passé en quelques mois, quand on regarde l'indice du Michigan par exemple, d'une confiance au plus haut depuis 15 ans à une confiance au plus bas depuis 35 ans. C'est un des signes, mais on pourrait trouver des signes comme ça de changement de alors là, on parle du consommateur. Mais on a les mêmes signaux sur les ratios Boulbert ne disent pas autre chose. Oui, alors ils sont un peu améliorés, mais on reste tout de même dans des territoires assez négatifs. Oui, mais au moment du début du rebond, on est sur des records de baissier. Et donc, quelque part, c'est que il y avait quand même un certain nombre d'investisseurs qui s'étaient protégés, qui avaient beaucoup vendu, peut-être des rachats de short, etc., etc. Donc il y a un aspect éminemment technique. Ensuite, il y a, j'en ris, la parole de Trump. Effectivement, il nous a expliqué que les droits de douane, on allait mettre en attente pendant quelques jours, le temps de voir si les pays allaient sonner à la porte des États-Unis pour essayer de négocier tel ou tel accord. Alors, est-ce que c'est rassurant ? Moi, ça ne me rassure pas. Je trouve que d'être dépendant de la parole d'un seul homme, d'une parole éminemment versatile, d'un homme qui, je ne sais pas si une enquête est en cours ou pas, mais qui aurait pu tirer profit, ou qui aurait pu faire tirer profit à ses amis de ces mouvements de marché. Je ne veux pas rentrer dans le jeu qu'il cherche à imposer au marché. Et d'ailleurs, peut-être ça sera une de tes questions ensuite, moi je fais tout pour aller chercher des classes d'actifs qui ne sont pas dépendantes de la parole de Trump. Ou à la limite, Trump joue un jeu à plusieurs bandes. C'est-à-dire, il veut faire baisser le pétrole, pour faire baisser l'inflation, pour mettre la pression sur la Fed pour qu'elle baisse les taux, etc., etc. À la limite, je veux bien l'accompagner à la première bande, mais certainement pas les suivantes, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, les billes qui vont être touchées au passage. C'est compliqué à dire, c'est hasardeux de le dire. Tu veux dire que sa parole est trop versatile, trop changeante pour que finalement on s'y fie et que chercher à jouer ce qu'il va dire ou ses actions est trop compliqué à prévoir pour qu'on ne se prenne pas des coups, quoi. C'est ça. Je ne sais pas si on peut parler de complexité, mais c'est de niveau d'incertitude. C'est autant jouer à pile ou face. Je pense ou faire à la limite l'inverse, parce qu'on sait qu'il changera d'avis derrière. En tout cas, s'il existait un ETF baissier sur la valeur de la parole de Trump, je l'achète tout de suite. Parce que la valeur de sa parole est clairement orientée à la baisse, et donc c'est extrêmement compliqué d'investir sur cette base. Donc il faut regarder à travers. Donc je reviens tout de même à cette idée-là. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que jouer, finalement, se positionner, avoir une stratégie qui cherche à se situer par rapport à la parole de Trump, c'est trop complexe et trop aléatoire, finalement. Oui, aléatoire. Donc ça veut dire que, parce que quand on gère son portefeuille, qu'on soit un particulier ou un professionnel, en fait, oui, on veut de la performance, mais la première préoccupation, c'est de savoir gérer le risque. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que l'incertitude créée par la parole de l'occupant de la maison ovale
est telle qu'elle génère de facto un risque qu'il faut prendre en compte, et donc il faut, j'imagine, dans une allocation, chercher à se prémunir contre ce risque. Comment on fait, justement, pour s'abstraire de l'influence de la parole de Trump sur le marché, si on considère que cette parole va créer trop de volatilité et qu'on a des chances de se prendre des portes de saloon, parce que c'est ça en fait. Alors, c'est vraiment c'est une très bonne question, très large et très complexe. La première réponse qui vient à l'esprit, et le marché l'a compris déjà depuis quelques mois, c'est d'acheter de l'or, d'avoir de l'or en portefeuille, parce que il faut suivre le chemin des investisseurs mondiaux, il faut suivre le chemin des banques centrales qui ont acheté beaucoup d'or. Je note quand même, parce que les chiffres sont parus il y a quelques jours, que ce ne sont pas des investisseurs qui sont totalement insensibles au prix et qu'ils ont freiné leurs achats au premier trimestre. Je pense en particulier aux banques centrales, et je pense également aux joailliers qui sont colossaux hein, sur le marché de l'or. Alors c'est pas eux qui font les prix parce que leur demande est relativement stable, mais en baisse au premier trimestre. Ce qui a totalement explosé, c'est la demande de TF d'or. Alors là, vraiment, on est sur une hausse de, je crois, 1100% à peu près hein, d'un trimestre à l'autre. Donc je crois qu'il faut... là aussi, il y a des excès qui ont été commis à court terme, qui sont en train d'être corrigés. Le marché rentre dans une saisonnalité un peu moins favorable. Je parle du deuxième trimestre. Donc on pourrait continuer à corriger, mais je pense que c'est un bon moment pour venir constituer, pour ceux qui n'en ont pas, renforcer pour ceux qui n'en ont pas assez, des positions autour de l'or. On avait parlé du yen, et donc quelque part être baissier sur le dollar, le yen contre le dollar ou le yen contre l'euro. C'est une bonne manière, effectivement, de se prémunir de cette parole changeante. Et d'ailleurs, on voit, et c'est intéressant, de constater que si le rebond des actions, si le rebond des emprunts privés, soit yield ou investment grade, globalement nous ramène au jour de la libération du 2 avril, le dollar, lui, n'est pas remonté du tout. Le dollar n'est pas remonté. Et d'ailleurs, les indices actions hors États-Unis, si on sort les États-Unis de l'indice, eux ont retrouvé des plus hauts, ce que n'a pas fait le S&P 500. Je pense que ça a été très tarte à la crème hein, de raconter pendant plusieurs années qu'il fallait diversifier les États-Unis et que, en général, les gens nous répondaient l'exceptionnalisme américain, la recherche, les GAFA et tout ça. Et donc, je crois qu'il faut y aller, il faut sortir un peu des États-Unis. Il y a beaucoup de choses intéressantes. On avait parlé de la Chine. Moi, je crois que dans le bras de fer entre la Chine et les États-Unis, la Chine sortira gagnante. Pourquoi elle sortira gagnante? Parce qu'elle a un seuil de douleur beaucoup plus élevé. Trump est encore dépendant de sa base électorale. Et on voit que dans les sondages d'opinion, il est en chute significative. Est-ce que ça suffira pour le faire changer d'avis? Je ne sais pas. Mais Xi Jinping s'en moque complètement. Donc, moi, je serais dans le camp chinois d'un point de vue boursier. Donc, la Chine, on a bien compris, l'or, toujours, du yen, toujours et encore aussi. Est-ce que les actions européennes peuvent avoir un attrait par rapport aux actions américaines aujourd'hui, compte tenu d'une forme de réserve de la part des investisseurs vis-à-vis de tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? On a vu des flux assez importants sortir des actions américaines pour aller vers les actions européennes. Alors, les actions européennes, je les aborde souvent plutôt sous un angle sectoriel plutôt que géographique, et que la zone euro dans son ensemble, du fait de ses institutions, du fait des tensions politiques,
est une zone que je considère comme une zone de trading plutôt qu'un achat fondamental, ou alors donc comme je dis sous forme sectorielle, le secteur de la pharmacie qui est relativement défensif m'intéresse, mais globalement j'ai du mal à avoir une vision structurellement positive de la zone euro. Bon, très bien, l'Europe n'est pas une conviction structurelle. Bon, il y a des arguments en effet pour que ça ne le soit pas, j'en conviens. Qu'est-ce qui te ferait redevenir beaucoup plus positif sur le marché action? Je ne reparle pas des indicateurs, bien évidemment. On a un double effet. Le premier effet, on l'a senti passer, c'est la dégradation des indicateurs de confiance. Aujourd'hui, cette confiance, qui est quand même la base d'une économie, cette dégradation ne s'est pas transmise aux indicateurs macroéconomiques durs, hein, qu'on appelle les hard data. On a vu encore récemment la publication du PIB, alors qui est certes mauvaise, moins 0,3%, mais qui est en trompe-l'œil, qui vient d'une accélération extraordinaire des importations, qui est soustraite du calcul du PIB, et ces importations, pourquoi elles ont accéléré fortement? C'est que les sociétés, les entreprises ont voulu constituer des stocks avant la hausse des droits de douane. Et les ménages achetaient aussi certains biens avant cette hausse. Exactement. On ne mesure pas encore concrètement l'impact de la politique de Trump. Alors les droits de douane, oui, mais l'incertitude globale générale. Et on dit souvent, moi j'aime bien les maximes boursières, il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Mais ça, c'est quand la nouvelle est bonne. Quand les nouvelles attendues sont mauvaises, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vendre la nouvelle, vendre la rumeur, pardon, je savais que j'allais me tromper, et acheter la nouvelle quand elle est mauvaise. Et donc, lorsqu'on verra vraiment de très mauvais chiffres macroéconomiques, à ce moment-là, sans doute, faudra-t-il acheter. Alors, je pense qu'à ce moment-là, les niveaux de marché ne seront pas les niveaux actuels, parce que je reste convaincu qu'on est dans une phase de normalisation de la valorisation du marché américain. Alors, on a parlé la dernière fois de price earning. C'est vrai qu'on a une révision extrêmement drastique des anticipations de bénéfices 2025 et 2026. La dynamique de révision est très forte. On est à 2,5 fois plus de révision baissière que haussière. Maintenant, les niveaux de révision, on a du mal à dire quand les plus bas seront atteints, mais la dynamique est à la révision baissière. Et donc, est-ce que ça mérite encore des price earnings élevés? On le disait la dernière fois, je dis non. Si on veut prendre un indicateur qui est moins erratique qu'un PE ou que donc des révisions de résultats, on peut regarder les price to sale, les prix sur les ventes. On est autour de 3. La moyenne aux États-Unis, qui est déjà très élevée par rapport au reste du monde, plutôt autour de 2, 2,2. Donc, un niveau de marché cher, une incertitude extrêmement élevée, à mes yeux, ça se marie très mal. Et des niveaux de taux qui restent accrochés quand même. On n'est pas dans une dynamique de baisse des taux encore, des taux à long terme. Tout ça se marie mal. Donc, au moment où on aura vraiment ces publications macroéconomiques avec une vraie dégradation du marché de l'emploi, par exemple, qu'on ne voit pas et que je pense on devrait avoir, là, il sera le moment d'acheter. Ça sera un bon moment pour acheter. Il est trop tôt. Il est sans doute beaucoup trop tôt. Pour être très offensif, donc sur les actions selon toi. Alors, je vais essayer de synthétiser tout ce que tu nous as dit, Régis. La question de départ, c'est est-ce que le rebond actuel remet en cause finalement ta vision prudente? La réponse est clairement non, parce que certes, on a un certain nombre d'indicateurs techniques que tu nous as montrés qui n'envoient plus de signaux extrêmement négatifs ou extrêmement positifs, c'est mitigé. En revanche, ce que tu dis, c'est qu'on a, en cette absence de signal fort, on a tout de même une incertitude majeure liée à la parole de Donald Trump qui fait le marché aujourd'hui, et que cette versatilité dans les prises de position induit un risque de volatilité fort. En tout cas, c'est comme ça que j'exprime les choses, et que par conséquent, dans une gestion plutôt prudente, qui est la tienne,
tu vas chercher à t'éloigner, à t'écarter de ce risque au maximum et donc te porter vers des actifs plutôt décorrélés, ou en tout cas autant que possible, oui. Pas totalement, pas parfaitement, mais autant que possible décorrélés donc, de cette parole, parce qu'elle est imprévisible et qu'elle tire le marché dans un sens et dans un autre et que c'est très compliqué. Donc tu vas toujours plutôt sur du yen, sur de l'or et j'oublie... Les actifs chinois par exemple. Et les actifs chinois, puisque tu as dit, et ça c'est important, il ne fallait pas que je l'omette, que tu pensais que la Chine avait l'avantage et finirait par sortir gagnante du bras de fer qui est engagé aujourd'hui avec les États-Unis. Tout à fait, Vincent. Correctement résumé? Parfaitement comme d'habitude. Régis, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.